Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment la biodiversité de l'océan inspire-t-elle les prix Nobel ? Avec Bruno David. Émerveiller pour instruire. La devise de notre invité pour le Muséum est particulièrement adaptée à cet épisode dans lequel il va nous raconter comment des observations d'abord admirables ont débouché sur des découvertes scientifiques fondamentales, souvent couronnées de prix Nobel. Pour nous instruire des merveilles marines, source d'inspiration des scientifiques, nous sommes en compagnie de Bruno David, paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va prendre ces découvertes par ordre chronologique si vous voulez bien, et on va commencer par celle qui n'est pas la plus agréable. Quel prodige y a-t-il à comprendre la piqûre de la galère portugaise qui a l'allure d'une méduse ? C'est même plus que l'allure d'une méduse, c'est une méduse. En fait, à la fin du 19e siècle, il y a des pêcheurs portugais notamment qui étaient victimes de ces piqûres de méduses. Et dans une campagne océanographique, Albert Ier de Monaco a voulu savoir un petit peu ce qui se passait. Donc il a lancé des recherches sur ces méduses, sachant que les pêcheurs qui en étaient victimes voyaient que ça s'aggravait au fil de la campagne. La première piqûre, ça allait, la deuxième, c'était un peu moins bien, la troisième, c'était encore pire. Donc il y avait une sorte d'amplification des piqûres. Donc il y a un scientifique français qui s'appelle Charles Richet, qui a travaillé là-dessus, et qui s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une réaction allergique qui allait en s'amplifiant au fur et à mesure qu'on était piqué plusieurs fois. C'est la même chose avec une guêpe ou avec un frelon. La première piqûre, elle peut faire mal, mais ça va se passer plutôt bien, et puis ça peut dégénérer. Et ça peut dégénérer à tel point qu'on peut aller jusqu'à une perte de connaissance, une perte de conscience, même pouvant conduire à la mort. Et c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique, qui a été donc découvert et étudié à l'occasion de ces piqûres de méduses et de cette campagne océanographique d'Albert Ier qui a engendré tout ça. Et Charles Richet a été prix Nobel en 1913 pour la découverte de ce choc anaphylactique. Alors avançons un petit peu dans le temps et on va aller juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va parler du calmar et en quoi le calmar nous fait-il prendre conscience d'informations cruciales sur notre système nerveux ? Alors le calmar, on sait tous ce que c'est, hein, c'est ce qu'on peut avoir éventuellement dans notre assiette quand on mange du calamar ou du calmar. C'est donc un céphalopode, c'est le même groupe que les pieuvres par exemple ou que les nautiles et les ammonites fossiles, donc on est dans ce groupe-là. Et il se trouve que le calmar a des neurones, donc des cellules nerveuses et un câblage nerveux avec des neurones qui sont très gros. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, avec les instruments de l'époque, ça a permis de mettre des électrodes à la fois à l'intérieur du neurone et à l'extérieur du neurone et de découvrir qu'il y avait un influx nerveux, qu'il y avait un message électrique. Un système de tension électrique toute petite, hein, on est sur des millivolts, hein, qui passait entre l'intérieur du neurone et l'extérieur du neurone. Et ce circuit électrique, en quelque sorte, est lié à du passage d'ions, des ions sodium et des ions potassium. Et ça a permis de comprendre comment se déplaçait l'influx nerveux le long d'un neurone, alors du neurone de calmar, qui a été suffisamment gros pour qu'on puisse détecter cela, et bien sûr de nos propres neurones, puisque nos neurones sont équivalents aux neurones de calmar, même si ça doit porter atteinte à notre ego. Donc on a découvert ce potentiel électrique de quelques dizaines de millivolts qui parcourt le long du neurone, ce qui fait qu'on est en train de parler ensemble parce que nous avons des neurones qui fonctionnent, chacun dans notre coin, et qui nous permettent de construire ce podcast. Je vous propose d'avancer un peu dans le temps et d'aller désormais en 1960, et on va parler d'un inconnu du grand public, le lièvre de mer, qui va jouer un rôle fondamental sur la recherche de la mémoire. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, à quoi ressemble un lièvre de mer et qu'est-ce qu'on a appris grâce à lui ? Alors, le lièvre de mer est un animal marin, certes, qui ne ressemble pas du tout à un lièvre. Le lièvre de mer est un mollusque, c'est un escargot sans coquille, pour faire très simple, mais qui a des petites apophyses sur l'avant de la tête qui font penser peut-être à des oreilles de lapin ou des oreilles de lièvre. Il faut franchement avoir beaucoup d'imagination pour l'avoir appelé lièvre de mer. Il se déplace pas très vite non plus, hein, il galope assez peu. Et on s'est rendu compte que quand on exerçait sur lui un petit stress, alors sans le traumatiser, hein, mais juste un petit stress sur lui, il avait tendance à se recroqueviller.
puis on exerçait une deuxième fois un stress, puis une troisième fois, une quatrième fois, etc. Et finalement, il réagissait de moins en moins. Donc il avait mémorisé que ce qu'on lui faisait, c'était pas grave, et que c'était peut-être pas la peine d'avoir une réaction trop violente. Et à partir de là, on a pu comprendre certains mécanismes au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, de la mémorisation. Comment, finalement, entre dans notre mémoire un certain nombre de choses. Et ça a été fait grâce à l'étude du système nerveux du lièvre de mer. On était dans les années 60 et ça a valu à ces auteurs un prix Nobel en l'an 2000. Donc si les auditeurs qui écoutent ce podcast ont de la mémoire, on sait comment marche leur mémoire un petit peu grâce au lièvre de mer. Encore un petit bond dans le temps, en 1982, vous êtes alors tout jeune chercheur, et votre spécialité ce sont les oursins, et justement à cette date, il y a un trio de chercheurs qui va comprendre, dans le développement de l'oursin, un mécanisme essentiel pour le contrôle du cycle cellulaire. Puisque c'est votre spécialité, est-ce que vous pourriez nous raconter cette découverte rendue possible par votre échinoderme préféré ? Ce que permet l'oursin, c'est qu'il a une reproduction qui se fait très facilement et qu'assez facilement on peut regarder les premiers stades du développement d'un oursin avec comment fonctionnent les cellules. Donc on a à notre disposition un matériel qui permet de regarder des cellules, et notamment des cellules quand elles sont en train de se diviser. Et le cycle cellulaire, c'est justement tout le cycle d'une cellule qui va partir d'une cellule mère et qui va aboutir à 2 cellules filles. Alors ça paraît simple comme ça, parce qu'on se dit il suffit que ça se divise, mais en fait c'est assez compliqué, parce qu'il faut que la cellule mère grossisse d'abord, ensuite il faut que son matériel génétique qui est à l'intérieur se duplique, et puis que ça se partage équitablement en 2 parties à peu près équivalentes, et que ça aboutisse dans les noyaux et dans le reste de chacune des 2 cellules filles. Donc il y a tout un processus, il y a tout un cycle, ce qu'on appelle la mitose, quand la cellule va se diviser en 2. Et on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait. Comment est-ce que la cellule, finalement, se préparait à cette division quand on est à une période du cycle où on est entre les 2 divisions. Et comment ça marchait et sous quelle influence, finalement, quel signal chimique lançait le processus de duplication. Et c'est ça qui a été découvert chez les oursins avec une molécule qui s'appelle la cycline, parce qu'elle a une forme un petit peu circulaire. Donc on a ces molécules de cycline qui deviennent plus abondantes lors de cette période préparatoire et qui de nouveau décroissent après quand la cellule entre vraiment en division, puis qui vont recommencer un cycle avec de nouveau plus de cycline pour la division suivante. Et l'oursin le permettait parce que dans les premières phases du développement de l'oursin, on voit très bien les cellules et on voit très très bien les cellules en train de se diviser. Et ça a valu à 3 auteurs dont Tim Hunt le prix Nobel en 2001. Alors à chaque fois, ce que vous nous montrez, c'est que entre la découverte en elle-même et le couronnement par le prix Nobel, il se passe 2-3 décennies. Pour finir, je vous propose de partir sur quelques découvertes actuelles et l'histoire dira si elles seront nobelisées, mais en tout cas elles sont réellement importantes. En 2010, l'Olichondria ocadai et la Dolabella auricularia ont permis des avancées dans la compréhension de certaines maladies, mais évidemment le vulgum pecus ne sait pas de quelles espèces il s'agit et surtout quels espoirs nous font-elles nourrir pour l'avenir. Alors la première de ces espèces au nom imprononçable, c'est une éponge. Et en 2010, on a fait des études sur cette éponge, on a regardé un petit peu ce qu'elle sécrétait. On va souvent chercher chez des animaux, par exemple, mais c'est valable aussi pour les plantes, des produits toxiques, en se disant si c'est toxique, ça doit peut-être traiter certaines maladies. Et en l'occurrence, pour cette éponge, en 2010, on a trouvé une molécule qui peut être efficace contre le cancer du sein. Donc peut-être que ça vaudra un prix Nobel un jour. L'autre bestiole, Dolabella auricularia, est en fait un gastéropode, c'est-à-dire un escargot de mer, qui lui non plus n'a pas de coquille, un autre lièvre de mer, entre guillemets, si vous voulez, et la molécule qu'on a pu en extraire traite le cancer lymphatique, c'est-à-dire le cancer des ganglions. Donc c'est intéressant de pouvoir traiter ce genre de cancer avec ces molécules, on verra ce que ça donne. Et alors pour boucler tout à fait notre exploration dans les découvertes naturelles qui font avancer la science humaine, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce qu'une étoile de mer tapie dans le sable va aider la recherche dans son combat contre le cancer ? Alors il s'agit d'une étoile de mer qui s'appelle Martasterias glacialis, une étoile de mer glaciale entre guillemets, qui vit dans l'Atlantique Nord notamment, qui est assez moche, c'est grisâtre, il y a des sortes de pustules dessus, enfin vraiment on n'a pas du tout envie de la câliner, c'est pas une très belle étoile de mer, et dans son développement,
comme le développement de l'oursin dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est une cousine de l'oursin. Elle passe par des oocytes, donc des cellules femelles avant la fécondation. On a découvert dans ces oocytes une molécule un petit peu bizarre, assez compliquée, dont on a tiré un produit qu'on appelle la roscovitine. Parce que tout ça s'est fait à la station marine de Roscoff, et ce sont des chercheurs de la station marine de Roscoff qui ont découvert cela. Et dans ces cas-là, quand on extrait une molécule comme ça, on la teste pour différentes choses. Là, en ce moment, on est dans la phase des tests cliniques concernant cette molécule, qui pourrait être un antitumoral, de nouveau, pour le cancer du poumon et pour des myélomes multiples, donc différents types de cancers. On est en phase de test. Et franchement, quand on voit cette étoile de mer, on la trouve pas sympathique. Quand on sait qu'elle peut nous fournir une molécule pour traiter les cancers, notre regard change tout de suite sur cette étoile de mer. On la trouve soudain très très belle et très intéressante. Merci infiniment Bruno David pour un siècle de découvertes scientifiques sur des espèces qu'on n'a pas l'habitude de regarder mais qui permettent des avancées fondamentales pour la recherche scientifique. J'imagine que à l'aune de ce que vous venez de nous raconter, plus que jamais vous justifiez votre devise pour le muséum, émerveillé pour instruire. On a vraiment énormément à apprendre du vivant marin, non ? Oui, on a beaucoup à apprendre et surtout la leçon que ça doit nous donner, c'est qu'il faut respecter cette biodiversité, cette richesse de la vie qui nous entoure, parce qu'on voit bien que, venant de bestioles, entre guillemets, aussi bizarres que des petites éponges, des lièvres de mer ou des étoiles de mer assez moches, on peut en tirer des molécules qui sont d'un intérêt fondamental pour nous. Donc de manière très égoïste, notre intérêt c'est de respecter ce vivant. On n'est pas obligé de le trouver beau, mais respectons-le. On voit que c'est aussi notre intérêt de le respecter et que parfois on a des surprises absolument incroyables à travers les études qu'on peut faire ou ce qu'on peut trouver dans ce monde vivant si magique, entre guillemets. Eh bien, puisse votre sagesse à propos du vivant être entendue et très largement diffusée. Merci pour tout, Bruno David. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Bruno David, paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.